Et si un laser traversant la canopée révélait une Amazonie méconnue, quadrillée de villes oubliées, de routes et d'ouvrages monumentaux cachés sous la forêt dense? Prêt à découvrir comment une simple autorisation de survol en 2019 a déclenché l'une des enquêtes les plus explosives sur l'histoire et la souveraineté de l'Amazonie? Dans la touffeur silencieuse de l'Amazonie, la lumière peine à toucher la terre. Les troncs dressent leurs colonnes, la canopée forme un toit de végétation serrée. Au sol, la boue, les racines, les ombres. Aux cimes, des nuages lourds, lents, brûlés de soleil. Ce n'est pas une lumière passive qui se contente de recevoir. C'est un rayon qui attaque, qui interroge le monde. Un laser jaillit du ventre d'un avion, pulse par milliers, par millions d'impacts à la seconde. Chaque impulsion part, heurte une feuille, une branche, un tronc, un relief, et rebondit. Le temps qu'elle met à revenir révèle la distance. De ces allers-retours naît un nuage de points, dense comme la pluie, ordonné comme une trame. La topographie se réveille sous la forêt. Technologie de télédétection active, longueur d'onde, fréquence d'impulsion, modèle numérique de terrain. Une région entière qui, pour la première fois, révèle ses rides, ses creux, ses traces. Dans le Cambodge moite, le lidar vient déjà de frapper. Encore, la ville de pierre au cœur de la jungle croit être seule. Mais les faisceaux laser, sous la conduite de Damian Evans et de son armée de chercheurs, sillonnent le ciel. En 2013, dans les pages de PNAS, le verdict tombe. Sous les arbres, des routes surgissent, des digues se dessinent, des quartiers entiers apparaissent. La jungle cachait une métropole tentaculaire. Encore n'est plus une cité isolée. C'est un système, vaste, ordonné, tendu comme une toile autour des temples. Plus loin, vers l'ouest, la forêt du Petén s'étale sur le Guatemala. Là aussi, les arbres couvrent les pierres mayas de leur mousse épaisse. En 2018, les lasers survolent à nouveau. Marcelo A. Canuto et ses alliés cartographient, recomposent, dévoilent. Ces terrasses, murailles, chaussées surélevées. La forêt, croyait-on, avait avalé les villes. On découvre qu'elle les a à peine voilées. Depuis des années déjà, la grande forêt n'est pas entièrement laissée dans l'ombre. Les satellites incontestés des agences spatiales, NASA, ESA, scrutent son manteau. Les capteurs optiques guettent les cicatrices de déforestation. Les radars pénètrent les nuages, lisent les reliefs même sous la pluie. Les rapports de l'INPE, l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, alignent les chiffres, cartographient les clairières, mesurent les fronts d'abattage. Les programmes PRODES et DETER cousent d'une veille continue sur le vert. Mais il manque quelque chose. La forêt est vue d'en haut, en surface. Son sous-sol, ses reliefs fins, ses traces humaines anciennes restent indistincts. Dans les laboratoires brésiliens, dans les bureaux de l'INPE, dans les équipes associées aux agences étrangères, une impatience se forme. Le lidar a déjà servi à mesurer la structure de la forêt, sa biomasse, ses volumes de carbone. Ici ou là, des études pilotes, modestes, ont caressé quelques parcelles. On parle de parcelles d'échantillonnage, d'estimation fine de canopée, de topographie détaillée. Mais l'Amazonie entière reste un colosse sans visage. La technologie rôde, mais ne règne pas encore. Et dans les coulisses de cette attente technique, un autre débat fait rage. Non pas dans le langage immobile des capteurs, mais dans le tumulte des revues, des congrès, des controverses. Un débat sur les hommes qui, jadis, ont habité ce théâtre de verdure. Pendant longtemps, l'Amazonie précolombienne est peinte comme un monde vide. Une forêt presque intacte, peuplée de groupes dispersés, faibles, incapables de transformer durablement leur milieu. Les sols pauvres, les pluies lourdes, les fleuves imprévisibles. Tout semble conspirer contre une densité humaine élevée. Science, nature, PNAS, Latin American Antiquity, toutes ces tribunes reçoivent des études qui discutent, s'opposent, se contredisent. Anna C. Roosevelt trace un premier sillon. Sur l'île de Mararo, à l'embouchure de l'Amazone, elle fouille, mesure, reconstitue. Dans les sites de la basse Amazonie, elle trouve des tertres, des villages, des traces d'organisation complexes. Ses travaux bousculent l'image d'une forêt vierge. Elle dessine un monde où les sociétés précolombiennes modèlent le sol, planifient l'espace, construisent avec le temps. Dans le Haut-Xingu, un autre regard se pose. Michael J. Eckenberger arpente, cartographie, discute avec les communautés actuelles, recoupe les indices. En 2003,
Dans Science, il expose les villages en réseau, des systèmes de peuplement reliés entre eux, des routes, des places centrales, des palissades. Une géométrie sociale prend forme sur le plateau Xinguano. Rien à voir avec l'image de petits groupes errants. On parle de systèmes régionaux, de planification, de centralité multiples. Eduardo Neves, à l'université de Sao Paulo, scrute les sols. La terra preta, ces terres noires riches en carbone, en fragments de poterie, en restes organiques transformés, s'étend par îlots, par nappes, le long des fleuves et parfois au-delà. Ces sols ne font pas un don de la nature. Ils sont l'empreinte lente de siècles d'occupation humaine. Foyers, dépotoirs, pratiques agricoles, tout cela se condense, se métamorphose en un héritage sombre, fertile, unique. Lui aussi parle, écrit, démontre. L'Amazonie n'est pas un désert humain. Puis viennent les signes visibles du ciel. Dans l'état d'Acre, à l'ouest du Brésil, la forêt recule sous la pression des tronçonneuses. Là où le couvert s'ouvre, les satellites, les avions, les drones, les yeux humains voient autre chose que des souches. Des formes géométriques apparaissent dans la terre mise à nu. Cercles, rectangles, lignes, fossés, enceintes. Des géoglyphes, réguliers, immenses, parfois reliés entre eux. Les articles d'Antiquity, du Journal of Archaeological Science et d'autres revues archéologiques s'emparent de ces figures. On visite le sol, on mesure la profondeur des fossés, la largeur des levées. On comprend. Ces formes n'ont rien de naturel. Elles sont la signature d'ingénieurs anciens, de communautés capables de façonner le paysage à grande échelle. Ces découvertes se multiplient. Acre, Rondonia, le Mato Grosso, d'autres régions livrent à la vue aérienne ces cicatrices de terre. La thèse d'une Amazonie faiblement peuplée s'effrite. Mais le puzzle reste incomplet. Les clairières d'aujourd'hui n'ouvrent que des fenêtres étroites sur l'immense forêt encore intacte. Au Brésil, les institutions veillent sur ces révélations. Les universités fédérales, USP, UFPA, UFAC et tant d'autres portent les projets. Le Museu Paraense Emilio Guldi, vieux gardien des sciences amazoniennes, accumule les collections, les relevés, les archives. L'IFAN, l'Institut du patrimoine historique et artistique national, fixe les règles, surveille, protège. Chaque site, chaque géoglyphe, chaque vestige prend place dans un inventaire national encore lacunaire, mais déjà stratégique. Depuis 1937, l'IFAN impose son sceau sur le patrimoine archéologique. Nul ne peut fouiller, sonder, prospecter sans son autorisation. Le Brésil a choisi tôt de considérer les vestiges anciens comme des biens de l'Union, inaliénables, indisponibles. Les archéologues rédigent des propositions, des plans de fouilles, des méthodologies de prospection. Leur destin repose entre les mains de comités, de directeurs, de fonctionnaires chargés de dire oui ou non au contact entre la pelle, le scanner, le laser et la terre. Plus au nord, à São José dos Campos, l'INPE surveille la forêt comme un vigile silencieux. Depuis les années 1980, Prodes dessine année après année la morsure des tronçonneuses. Des terres, plus rapides, suit presque en temps réel les fronts d'abattage, les incendies, les taches noirâtres de brûlis. La télédétection n'est pas une curiosité académique. Elle est une arme de l'État, un instrument de politique publique. Quand un pixel change de couleur, un rapport s'écrit, une amende tombe ou une controverse éclate. D'autres gardiens complètent ce dispositif. La FUNAI, née en 1967, veille sur les terres indigènes, ces territoires homologués ou en cours de démarcation où vivent les peuples premiers. Leurs droits, gravés dans la Constitution de 1988, s'enracinent dans la protection de leurs terres, de leur mode de vie, de leur savoir. Toute recherche qui franchit ces frontières doit composer avec la FUNAI. Consentement, autorisation, protocole de consultation. On ne survole pas impunément les maisons, les champs, les rivières d'un peuple qui a déjà trop souvent été trahi. Au-dessus de ce maillage institutionnel, la loi étend son filet. La Constitution proclame le devoir de défendre l'environnement. Elle sacre les terres indigènes comme biens de l'Union, d'usage exclusif des peuples qui y vivent. Le Code forestier, dans sa version de 2012, dicte ce que l'on peut abattre, ce que l'on doit conserver, ce que l'on doit replanter. Les lois de 2015 sur l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels encadrent tout prélèvement, toute utilisation, toute valorisation du vivant et du savoir des peuples. Même une enquête LIDAR, qui ne cueille ni feuilles ni graines, ne peut ignorer ces fils croisés. Elle touche à l'image du territoire,
parfois à la localisation de ressources, à la lecture fine de ce qui, plus tard, pourrait être exploité ou protégé. En octobre 2018, les urnes tranchent. Jair Bolsonaro est élu président du Brésil. Le 1er janvier 2019, il prend ses fonctions, sous les regards attentifs des juges du tribunal supérieur électoral, des caméras de la Folha de São Paulo, do Globo, d'Estadão et des journaux du monde entier. Son discours est déjà connu. Pendant la campagne, il a répété ses promesses, ses menaces, ses critiques. L'Amazonie, dans sa bouche, n'est pas d'abord un patrimoine mondial, ni un laboratoire climatique. C'est un territoire national à défendre, à exploiter, à ouvrir à l'agro-business, à l'extraction minière. Il fustige les contrôles environnementaux, présentés comme des entraves au développement. Il s'en prend aux ONG, accusées de servir des intérêts étrangers. Il se montre méfiant envers les institutions scientifiques qui, comme l'INPE, dévoilent les chiffres de la déforestation. Les médias brésiliens et internationaux, BBC, The New York Times, Le Monde, relaient ces déclarations, s'en inquiètent, les dissèquent. Dès 2019, l'administration se réorganise. La FUNAI est déplacée, un temps, vers le ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, avant de revenir sous la tutelle de la justice. Des décrets, publiés au Diário Oficial da União, redessinent les chaînes de commandement, les zones d'influence. Les signaux sont clairs. L'équilibre entre protection des peuples indigènes, contrôle de l'environnement et exploitation économique du territoire va être renégocié avec brutalité. Dans les couloirs des agences environnementales, une tension sourde se fait sentir. L'INPE, l'IBAMA, l'ICMBio voient se lever un vent contraire. En 2019, les incendies se multiplient. Les données des satellites, les alertes des systèmes de surveillance témoignent d'une augmentation des foyers de feu. Les flammes courent sur l'Amazonie. Le monde regarde, horrifié. Alors éclate un affrontement symbolique. Le président met en doute les chiffres de l'INPE. Il accuse ses scientifiques de mentir, de nuire à l'image du pays. Le directeur, Ricardo Galvão, défend publiquement les données, la méthode, l'indépendance scientifique. La rupture est consommée. En août 2019, il est révoqué. Les revues Science, Nature et la presse internationale documentent l'épisode, y voient le signe d'un conflit plus profond entre science et pouvoir. Dans ce climat de défiance, toute entreprise de cartographie fine du territoire devient un enjeu politique. Le LIDAR, qui pourrait paraître un instrument neutre, bascule dans le champ de la souveraineté, car il promet des cartes détaillées, une topographie de haute résolution, des données précieuses que d'autres pays souhaiteraient posséder. Le Brésil, depuis longtemps, surveille jalousement la diffusion de ces informations. Les frontières, les bases militaires, les installations stratégiques ne doivent pas se retrouver en accès libre, pixel par pixel. Ainsi, lorsqu'un projet LIDAR d'envergure se dessine sur l'Amazonie, il ne se heurte pas seulement à la densité de la forêt ou aux nuages persistants. Il se heurte à une muraille administrative, à une forteresse juridique, à un débat politique inflammable. Pour lever un avion équipé de LIDAR au-dessus de la forêt, il faut d'abord parler au ciel. L'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, doit autoriser les vols. Le DCA, bras de la force aérienne brésilienne pour le contrôle de l'espace aérien, doit approuver les plans, répartir les couloirs, s'assurer que rien, dans ce balai de survol, ne menace la sécurité nationale. Puis il faut parler aux gardiens des cartes. Le Désaxondis évalue la sensibilité des données produites. Résolution, précision, zone couverte, tout est pesé, discuté, parfois restreint. Enfin, les veilleurs du sol prennent la parole. L'IFAN, qui voit là une prospection archéologique d'un genre nouveau, doit donner son feu vert. L'IBAMA, pour les questions environnementales, vérifie que les opérations ne nuisent pas aux zones protégées. La FUNAI, pour les terres indigènes éventuellement traversées par les faisceaux, doit être consultée. L'IDAR ne touche pas la terre, mais il voit. Et ce regard peut suffire à réveiller des conflits. Dans les ministères, dans les bureaux des états-majors, on évoque discrètement les décrets, les ordonnances qui encadrent la production et la diffusion de données géospatiales de haute résolution. Certaines zones demeurent interdites, où leur représentation est floutée, dégradée, réservée à l'usage interne. Jusqu'où peut-on voir? Et qui, ensuite, aura accès à cette vision? 2019 est à peine entamé que le temps se contracte. Les nouveaux ministres entrent en fonction. Le ministère de l'Environnement, de la Défense, de la Science et de la Technologie réorganise leurs priorités. Les discours sur la souveraineté de l'Amazonie se font plus appuyés. On dénonce la présence d'ONG internationales, on s'inquiète des projets de recherche étrangers, on parle de menaces sur les données stratégiques du territoire. Au Congrès, dans la presse, ces thèmes attisent les passions. Au cœur de cette fournaise verbale, les scientifiques, eux,
monte des dossiers. Il rédige des projets pour le CNPQ, pour la CAPES, pour les agences de financement étrangères comme la NSF ou l'ERC. Tous savent que le LIDAR pourrait bouleverser la connaissance de l'Amazonie, comme il l'a fait pour Angkor ou le mont Maya. Les enjeux sont multiples. Archéologiques d'abord, car avec un LIDAR déployé à grande échelle, on pourrait cartographier des milliers de kilomètres carrés, repérer les géoglyphes encore invisibles sous la canopée, comprendre les réseaux de villages, suivre les traces d'anciennes routes, détecter les champs surélevés, les fossés, les canaux. Ce serait donner enfin un corps solide aux hypothèses de Eckenberger, de Neves, de Roosevelt et de tant d'autres. Ce serait voir la trame humaine tissée dans la forêt, au lieu de n'en apercevoir que des fragments. Environnementaux aussi. Les données LIDAR permettraient de mesurer avec une finesse inégalée la structure verticale de la forêt, l'architecture des strates, la distribution de la biomasse. Couplées aux séries temporelles de l'INPE, elles affineraient la compréhension des dynamiques de déforestation, de dégradation, de régénération. On verrait quelle forêt, derrière un couvert vert apparemment intact, porte déjà les stigmates du prélèvement sélectif, des incendies passés, des pressions invisibles. Politique enfin, car une telle cartographie de détails touche à la chair sensible de la souveraineté. Depuis des décennies, les gouvernements brésiliens affirment que l'Amazonie appartient au Brésil, qu'elle ne saurait être internationalisée, que ses ressources, ses données, ses images ne peuvent circuler librement sans garde-fou. Dans les débats du Congrès, dans les rapports militaires, dans les déclarations officielles, cette préoccupation affleure sans cesse. Un projet LIDAR qui mêlerait partenaires étrangers, avions, serveurs, bases de données, ferait vibrer toutes les alarmes. Ainsi, à l'heure où les premières demandes formelles d'autorisation de grandes campagnes LIDAR en Amazonie se préparent, une double nécessité s'impose. Il faut convaincre les guetteurs de la souveraineté que ces données resteront sous contrôle brésilien. Et il faut en même temps rassurer les chercheurs étrangers, les financeurs, sur l'accès futur à ces trésors d'information. Mais la route est barbelée. Pour un projet couvrant de larges pans de la forêt, il faudra obtenir des autorisations aéronautiques auprès de l'ANAC et du DCEA, des validations environnementales et archéologiques auprès de l'IBAMA et de l'IFAN, des accords explicites pour tout survol de terres indigènes, éventuellement des visas et avals militaires pour la cartographie de zones jugées sensibles. Chaque étape peut bloquer, ralentir, conditionner le projet. En 2019, ce n'est donc pas seulement une question de technologie, ni même une simple affaire de savoir scientifique. C'est un affrontement discret entre la soif de connaissance et la peur de l'ingérence, entre la promesse d'une révélation historique et la crainte de voir le territoire mis à nu par des regards étrangers. Dans le silence des laboratoires, dans la rumeur des ministères, dans le tumulte des incendies de l'été, un projet précis se dessine. Une enquête LIDAR sur l'Amazonie, d'une ampleur inédite, cherche à naître. Elle devra traverser cette forêt d'institutions, de lois, de discours. Elle devra se frayer un passage entre les résistances, les méfiances, les calculs politiques.